Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7-8 Société. En ce mois d'octobre, nous parlerons du phénomène du bizutage dans les week-ends d'intégration et les soirées étudiantes, sous prétexte de partager un moment en dehors du cadre de l'école et de resserrer les liens entre la communauté étudiante. Ils sont parfois le lieu de nombreuses violences et agressions. Pour en parler avec nous en plateau ce soir, Emmanuelle Piette, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du collectif féministe contre le viol. En face de vous, Hélène Lemaire, vous êtes élue au conseil d'administration de l'université Versailles-Saint-Quentin, mais aussi présidente d'Interasos. Bonjour. Mejdi Shahrana, vous êtes responsable de l'UNEF dans les Yvelines. L'UNEF. Bonjour. L'Union nationale des étudiants de France. Et enfin, Benoît Carmoal, secrétaire régional adjoint d'Île-de-France d'UNSA Éducation. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Pourtant interdit par la loi depuis 1998, le bizutage se poursuit dans les universités et grandes écoles. Alcool imposé aux participants, jeux dangereux, violences sexuelles. On ne parle plus de bizutage, mais de soirées et de week-ends d'intégration. Finalement, il n'y a que le terme qui a changé. Absolument. Les violences et les humiliations continuent à peu près avec la même force. Hélène Lemaire, vous êtes élue au conseil d'administration de l'université Versailles-Saint-Quentin. 2 fois par an, les responsables d'associations étudiantes de l'UVSQ ont des réunions de sensibilisation à l'alcool dispensées par Avenir Santé. Il n'y a pas de débordement dans vos week-ends d'intégration ? Non, tout ce qui nous est remonté, en tout cas, c'est globalement la conclusion qu'on tire, c'est que tout se passe très bien, tout est très très bien encadré avec des systèmes de prévention qui sont de mieux en mieux rodés de chaque année. Alors justement, une charte a été mise en place par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, pourtant parfois non respectée. Écoutez Marie-France Henry, présidente du Comité national contre le bizutage. C'est une charte qui est très bien faite, qui devrait être signée par tout jeune qui souhaite organiser un week-end d'intégration, en particulier les BDE. Malheureusement, ce n'est pas le cas et encore trop souvent, on constate que cette charte n'a pas été proposée aux organisateurs. Une réaction ? Effectivement, le fait qu'il y ait une charte, déjà, c'est quelque chose de positif. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, il n'y a pas d'élément contractuel obligatoire à cette charte, c'est-à-dire qu'on peut la signer et ensuite il y a la nécessité éventuellement de répression. La présidente du comité contre le bizutage le dit bien, hein, c'est un premier pas, mais il faut aller au-delà. La nécessité, comme vous l'avez dit, c'est aussi des informations, de la formation. L'UNSA Éducation appartient, comme d'autres associations, à ce comité, donc il y a la nécessité de diffuser. Ensuite, lorsqu'il y a débordement et lorsqu'il y a des faits avérés de violence, il y a une nécessaire répression, c'est interdit par la loi, il y a donc la possibilité d'avoir une répression, si nécessaire. Alors, parmi les responsabilités incombant aux signataires de cette charte figure celle de renseigner de façon précise le programme du week-end d'intégration, budget, risque accidentel lié au lieu, programme, quantité d'alcool prévu. Les organisateurs doivent faire appel à des secouristes. Est-ce que c'est le cas ? Je me tourne vers vous en tant que représentant de l'Union nationale des étudiants de France. Alors malheureusement, ça peut des fois être le cas, mais ça ne règle pas tous les problèmes. C'est pour ça que lorsque ma collègue du coup disait que, à l'UVSQ, tout se passe bien, en soi, on n'a pas de témoignages, donc on n'a pas de faits, qui nous sont remontés. Parce que un des problèmes aussi qu'on a, c'est qu'il y a une difficulté à témoigner, à dire ce qu'il s'est passé, parce que déjà c'est quelque chose de traumatisant que ce qui peut se passer pour les victimes. Et donc malgré tout l'accompagnement qu'on peut mettre en place, si ces faits se déroulent, le témoignage sera difficile. Donc il y a des outils, comme vous l'avez dit, qui sont mis en place pour pousser les organisations étudiantes à accompagner les étudiants lors de ces week-ends d'intégration pour que tout se passe bien. Mais malheureusement, malgré cet encadrement, il peut des fois, par l'effet de groupe, par l'effet de masse, se passer du coup des actions qui peuvent du coup finir assez tragiquement. L'université Versailles-Saint-Quentin a mis en place également un contrôle des bouteilles lorsque les fêtes se déroulent dans leurs locaux. Chaque association qui demande une
subvention pour une soirée ou un événement comme les week-ends d'intégration signe un protocole alcool. Vous avez 3 doses réglementées. Vous vérifiez réellement lors de ces soirées. Comment vous faites pour savoir que cet étudiant est à 2 ou 3 doses d'alcool? C'est pas vraiment, on peut dire, vérifiable, parce que en soi, la personne, c'est géré par le bar, et ça, c'est l'organisation même qui est faite par l'association. Mais par contre, effectivement, l'UVSQ, par le protocole alcool, par la commission FSDIE, donc le fonds de subvention aux initiatives étudiantes, régit justement les subventions qui sont accordées au week-end d'intégration, et c'est encadré. Mais après, c'est toujours la même problématique, personne n'est là à surveiller. Sauf quand, effectivement, ces week-ends d'intégration se passent en partie dans une boîte, et où là, effectivement, le chef de bar est là pour contrôler les doses d'alcool. Mais comment il fait pour savoir que cet étudiant est à ça, par exemple, 2e dose, parce que vous avez seulement 3 doses réglementées? Comment il fait pour vérifier ça? C'est ça qui est compliqué, on va dire, à contrôler. Et souvent, il y a des systèmes de bracelets qui sont mis en place ou d'autres mécanismes. Et je vous avoue que je n'ai pas eu le retour sur ça. Alors justement, pendant ces week-ends d'intégration, il y a parfois des débordements. Regardez cet extrait. À la base, je partais pour un simple week-end d'intégration. On s'est rassemblés, on est monté dans le bus. Dans le bus, tout le monde buvait, tout le monde était bourré. Les 2e années bisutaient les nouveaux. Ils ont commencé à se passer des déos de bouche en bouche. Puis ils ont changé le déo par un god. C'était mon tour, et j'ai dit stop. Toi aussi, fais entendre ta voix. Emmanuel Piette, quand on voit cet extrait, on peut se demander soirée d'intégration ou plutôt de désintégration de l'amour-propre. Absolument. Moi, je dois dire que à Viol Femmes Information, on reçoit beaucoup d'appels d'étudiants qui ont subi des agressions lors de week-ends d'intégration, qui commencent un peu comme cette histoire-là, c'est-à-dire ça commence dans le car où on se connaît pas, les premières années sont contentes de venir parce que peut-être elles vont faire des rencontres, et où immédiatement le pouvoir est pris, et de fait, il y a de l'alcool, on demande aux filles de donner leur soutien-gorge, et puis si tu le donnes pas, t'es rien qu'une nouille, donc tu le donnes, et c'est des choses comme ça qui vont faire que ça va aller crescendo jusqu'à des agressions sexuelles gravissimes, voire des viols, et c'est pas si rare que ça, on en a pas mal de témoignages, et moi ce qui m'a frappé, j'en soigne un certain nombre, c'est que, de ces jeunes femmes-là, c'est impossible à dire tant qu'on est dans l'année de l'agresseur ou dans l'école de l'agresseur. Et donc, elles vont finir par le dire quand elles auront fini leur cursus. Mais ça leur aura sacrément pollué la vie. C'est pour ça que c'est difficile de dire stop. C'est difficile de dire stop quand tout le monde te regarde, que finalement, l'ambiance est telle que si c'est toi qui dis stop, t'es vraiment que la cul serrée, la nouille. Et que donc, c'est compliqué. Et puis après, ça va être compliqué de parler parce que l'agresseur, il est là. Et puis c'est le 2e, c'est le 3e année, il a pignon sur rue et ça va être compliqué. Des mots parfois durs, des mises en scène présentées au départ comme ludiques qui évoluent vers des humiliations et des violences, et tout ça se produit lors de moments censés resserrer les liens entre étudiants souvent issus de grandes écoles ou d'universités. Au nom de quoi est-ce qu'il y aurait cette étape de sélection supplémentaire pour intégrer ces écoles ? Au nom de quoi? C'est une histoire de tradition, mais avec la loi de 1998, on a considéré qu'il fallait supprimer cette tradition. Donc le bizutage ne doit pas exister, point. Au nom de quoi ensuite? Vous l'avez dit, c'est parfois des écoles qui sont sélectives, comme des écoles d'ingénieurs, il y a aussi médecine, la filière médecine, il y a aussi des écoles de commerce. Donc, militaires, effectivement, il y a cette volonté de reproduire une forme de tradition. Mais encore une fois, là, le cadre légal existe. Il y a des responsables, que ce soit des responsables donc à l'université ou alors des chefs d'établissement. Quand ce sont des classes préparatoires, ce sont les chefs d'établissement, les responsables des écoles peuvent aussi, eux, être sanctionnés, et il faut aussi qu'ils sanctionnent. Une des sanctions, lorsqu'il y a trouble, c'est d'exclure les personnes qui sont responsables de ça. Donc, il y a eu pendant un certain temps la volonté de ne pas le voir, la volonté de considérer que ce n'était pas si grave que ça. Maintenant, il faut sanctionner quand c'est nécessaire. Et avant ça, il y a aussi toute la prévention. On le voit dans l'extrait là, c'est souvent des choses à connotation sexuelle parce qu'on déconsidère l'autre
pour des raisons sexuelles. Et là, il y a tout un travail de prévention, d'information, de sensibilisation, de lutte contre les stéréotypes, et ça commence très tôt. Nous, on le voit bien dans nos syndicats, où on essaye de former, ne serait-ce que les enseignants aussi, les responsables, les chefs d'établissement. Cette idée d'omerta, parfois il y a des chefs d'établissement qui sont sensibles à l'idée de ne pas faire de vagues, et donc de ne pas dire qu'il se passe des choses, mais il y a tout un travail en amont de prévention, et il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement important. Justement, des campagnes de prévention ont été lancées, de sensibilisation. Écoutez Marie-France Henry, responsable du Comité national contre le bizutage. Malheureusement, on constate que, encore trop souvent, les jeunes ont peur de parler, peur des conséquences que pourrait avoir le fait d'annoncer leur hostilité au bizutage. On peut parler d'omerta. Tout à fait. Moi, j'ai par exemple, à une époque, je distribuais des préservatifs, et c'est plusieurs fois des étudiants m'ont appelé en me disant « Va y avoir un week-end d'intégration, donnez-nous des boîtes de préservatifs ». Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand même ?» Et ça veut dire ça. Ça veut dire que le sexe est compris dans le week-end d'intégration, avec l'alcool. Alors, j'imagine qu'aux alcooliers, ils ont demandé de l'alcool. Moi, je distribuais des préservatifs, on me demande des préservatifs. Mais le sens de ça, c'est quand même questionnant. Que fait l'encadrement scolaire dans ces cas-là ? C'est difficile. Encore une fois, on peut considérer que certains week-ends d'intégration se passent hors temps éducatif. Or, ce n'est pas le cas, puisque comme il y a la volonté d'intégrer, on voit bien que même si ce n'est pas du temps scolaire, c'est quand même de la responsabilité. Donc là, il y a un droit de regard important, comme la charte. Il y a un droit de contrôle aussi qui doit être fait. Et puis, on peut passer par l'interdiction. Pour des classes préparatoires, par exemple, qui sont dans des lycées où il y a parfois des internats, parce que c'est souvent là que ça se passe, on peut considérer qu'on interdit ça. Ensuite, l'interdit, il faut l'expliquer. Et il faut aussi sensibiliser tout le monde. Vous l'avez dit, il y a l'effet de groupe. C'est-à-dire qu'il y a un effet de groupe où on se tait, où on considère que, après tout, c'est pas si grave. On s'est sacrifié pour aller dans cette école et du coup, on se dit, bon, c'est un passage presque obligé. Tout ça, ça nécessite une formation. Moi, je partage son avis. Enfin, pour le coup, on peut aussi le voir que même lorsque, par exemple, ces week-ends d'intégration sont annoncés aux étudiants, par exemple, il va y avoir des fois des simulations de viol dans l'amphithéâtre pendant que la personne est en train de s'exprimer devant les étudiants au regard du corps enseignant et administratif, qui du coup tolère d'une certaine manière parce qu'il ferme les yeux. Il voit, mais il préfère dire qu'il ne voit pas parce que voilà, donc ça s'est passé hors de son champ de vision, mais ça se passe. C'est réel, c'est des choses qui ont encore lieu aujourd'hui dans nos universités, dans nos écoles, dans nos établissements en général. Et malheureusement, il y a une nécessité de pédagogie pour les ordinateurs, mais aussi pour le corps administratif qui laisse passer des fois ces actes. Il y a une nécessité à sanctionner par les commissions disciplinaires les étudiants et les responsables de ces événements lorsque ça se déroule, mais aussi de mettre en place des cellules d'écoute dans tous les cas, qu'il y ait ou pas des actes de bizutage dans les événements, parce que c'est par des cellules d'écoute qui sont autonomes et indépendantes des ordinateurs et de l'administration qui permettent notamment de délier la parole et de libérer la parole des victimes pour justement après parler de ce qui peut se passer. Ça peut être des agressions sexuelles, du viol, et d'autres événements. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que c'est souvent à cause d'une consommation excessive d'alcool, que les victimes souvent aussi ne savent pas trop ce qui s'est passé, et donc c'est aussi essayer de donner une assistance psychologique à ces personnes. Vous parliez du viol. 13% des victimes de viol ont porté plainte suite au viol et tentative de viol. 1% des plaintes conduisent à une condamnation. Quels conseils pouvez-vous donner à ces victimes ? Hélène Lemaire ? Je ne sais pas si je peux donner un conseil à ces victimes, à part s'orienter vers des cellules psychologiques spécifiques. Par exemple, il y en a dans les commissariats, il y en a dans les universités. L'UVSQ met en place une cellule justement psychologique vis-à-vis d'une part l'égalité homme-femme et d'autre part effectivement les viols et la prévention. Après, j'ai aussi un témoignage un petit peu différent parce que le fait que je sois présidente de la Fédération Interasso UVSQ me donne un contact vraiment privilégié sur le terrain, comment ça se passe sur les WAY, sur les 20 associations qui composent la fédération. Et le retour que j'ai, effectivement je ne sais pas tout, personne ne sait jamais tout, mais
Mais à chaque fois que des événements ont été organisés par des associations, avec la prévention qui est fournie par Interasso, donc les packs soirées par exemple, de préservatifs, de bouchons d'oreilles et de éthylotests. Excusez-moi, de donner des préservatifs en prévention. À quoi on pense? On pense à un week-end d'intégration, on va forcément faire du sexe. Non, c'est un pack soirée. C'est en général qu'il y ait une soirée, un événement festif ou un événement juste collaboratif, tous ensemble. On préfère donner pour de la prévention plutôt qu'après de rester devant le fait et se dire « Ah bah oui, si on en avait eu, bah, peut-être que j'aurais pas le sida, peut-être que j'aurais pas eu une IST ». En cas de débordement, il y a des sanctions. Le bizutage est un délit depuis une loi de 1997 initiée par Ségolène Royal, alors ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire. Le bizutage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Ces peines sont doublées si la victime est une personne vulnérable ou mineure. Est-ce qu'il faut sanctionner davantage ? Il y a déjà les viols qui sont sanctionnés, c'est 20 ans de tôle. Et puis les agressions sexuelles, c'est 5 ans de prison. Donc il y a des crimes, des agressions sexuelles, et puis un délit de bizutage. Mais les violences physiques aussi sont sanctionnées en plus de ça. C'est-à-dire que ça ne se résume pas à du bizutage. Ces sanctions, c'est suffisant pour vous ? C'est-à-dire que si on appliquait les lois, vraiment, ça serait suffisant. L'idée, enfin moi, quand on se promène on voit les défilés d'intégration. Là, moi, j'ai vu ça en médecine récemment. Ils ont une connotation sexuelle immédiate. Les gars, ils ont des machins pour remplacer leur verge énormes. Ils miment des enculages, etc. On peut pas penser une seconde que ça n'est pas humiliant. Donc c'est déjà, il faut les regarder, il faut vraiment regarder-les, vous les verrez. Si on veut bien les regarder, on les voit. Mais c'est ça l'idée. C'est pour l'instant, on fait comme si de rien. Et je crois que c'est ça qu'on voudrait arrêter. Au niveau, parce que je pense aussi qu'il faut aussi essayer de trouver aussi des sanctions, qui soient plus encadrées aussi en interne de l'établissement, parce que pour le coup là, c'est ce que dit le code pénal, mais le code pénal ne s'applique pas forcément dans les établissements. Donc on a des fois des personnes qui sont sanctionnées par la justice, mais que l'établissement se retrouve un peu appauvri, on va dire juridiquement, pour pouvoir réagir rapidement et faire en sorte de mettre aussi en sécurité les victimes. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, pour le coup, je pense qu'il faudrait qu'il y ait déjà une cellule qui soit mise en place à la suite de ces événements pour permettre de recueillir les témoignages des victimes dans un cadre safe, dans un cadre qui permette la libération de la parole, et de pouvoir aussi des fois saisir le conseil, la commission disciplinaire rapidement, pas forcément attendre que le président de l'université décide de la saisir, parce que comme je l'ai dit aussi, pour le coup c'est un cas qui est assez grave et qui nécessite d'avoir une réaction assez rapide de l'établissement. Et donc il faut permettre à ce que cette commission disciplinaire elle puisse être saisie la plus facilement possible par l'étudiant ou l'étudiante pour pouvoir être protégé et faire en sorte que ces agresseurs puissent du coup être sanctionnés assez rapidement. Et ces sanctions, elles doivent être nécessaires pour mettre en sécurité la victime et aussi pour faire comprendre que ce qui est fait n'est pas normal dans un cadre universitaire. Il y a d'autres façons de se rencontrer, de se connaître, de faire groupe que d'humilier. C'est juste ça. On supprimerait l'humiliation dans l'ensemble de ces dispositifs, on aurait déjà gagné quelque chose. Mais c'est vraiment la tradition, entre guillemets, c'est l'humiliation. Et des procès qui durent parfois. Jalal Ami, 24 ans, de l'école de Saint-Cyr, est mort noyé en octobre 2012. Toujours pas de jugement. Le procès est reporté au 9 décembre. Ça va faire maintenant 7 ans de procédure. Est-ce que c'est pas ça qui décourage les victimes ? Tout est fait pour décourager les victimes. Les plaintes ne sont pas prises, les instructions sont très longues, le présumé innocent se défend et fait invalider toutes les procédures, donc ça dure très longtemps. Et les victimes ont pas beaucoup d'argent pour payer les frais d'avocat et des choses comme ça. Donc c'est vrai que si les institutions ne mettent pas résolument aux côtés des victimes, c'est vrai que c'est compliqué pour elles. Une étudiante veut faire avancer les choses. Une enquête nationale sur les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur a été lancée par l'Observatoire étudiant. Écoutez la présidente Iris Maréchal.
L'objectif premier, c'est vraiment d'évaluer l'ampleur et le type de violences sexuelles subies par les étudiants. Donc pour cela, on a établi un questionnaire avec un comité d'experts. Donc ce comité d'experts est composé de psychiatres, d'infirmiers, de sociologues. Et donc on a créé un Google Form qui se compose de 3 parties. Donc la première, c'est des cas pratiques pour tester les connaissances des étudiants sur des situations d'homophobie, d'agression sexuelle et de viol. Donc là, c'est tout simplement savoir si les étudiants sont à même de reconnaître ces situations et de savoir ce qu'il faut faire. La deuxième partie du questionnaire, c'est une partie pour les victimes et les témoins. Donc on demande aux étudiants de nous dire si tout simplement ils ont vu des choses, s'ils ont été victimes, qu'est-ce qu'ils ont fait et quel a été l'impact sur leur santé mentale et sur leur scolarité tout simplement. Et la dernière partie, c'est une partie pour connaître les solutions que les étudiants aimeraient voir mettre en place en fait. Le questionnaire est en circulation jusqu'à décembre. L'objectif espéré est de 10 000 réponses. Ce genre de questionnaire, ça peut faire évoluer, changer les choses. C'est-à-dire ça fait sortir du déni. Là, on est en train de dire qu'il n'y en a pas. Des études faites sur les étudiants au plan national montrent qu'il y a au moins 13% des jeunes qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles pendant leurs études. Donc on voit bien, et de viol, donc on voit bien qu'il faut que ça soit quelque part. Et c'est réparti particulièrement homogènement en France. On va faire un petit tour de table à ce sujet. Je vous écoute. Pour le sujet, moi je pense que déjà pour le coup, il y a des faits qui se passent et que donc il faut permettre de libérer la parole par ces questionnaires, mais aussi que je pense que d'un certain côté, lorsqu'on a des associations représentatives qui organisent ce genre d'événements, qui disent avoir signé une charte et donc ne pas pouvoir organiser de bizutage au sein de leur événement, ça contredit aussi la version de la victime qui a subi les choses d'une certaine manière et qui bloque aussi la possibilité de pouvoir témoigner. Ça, on le voit au quotidien, que lorsqu'on a des assos nationales qui lancent des procédures de chartes nationales qui sont signées, ce n'est pas forcément respecté et en plus de cela, ça rentre en contradiction avec les faits des victimes. Et je pense qu'il y a aussi un autre sujet, c'est aussi qu'au-delà des faits de viol ou d'agression sexuelle, il y a aussi toutes les autres violences de discrimination que peuvent aussi subir ces étudiants, comme des actes racistes, antisémites, islamophobes, homophobes, et tout ce qui peut aussi être mis en place. Et ça, on le voit tous les ans dans les week-ends d'intégration, car on est dans une société où on a des individus qui ne sont pas forcément formés sur la question de la lutte contre les discriminations et qui peuvent avoir des comportements sexistes et discriminants avec leurs camarades. Benoît Carmoal, UNSA Éducation, une petite réaction ? Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a d'une part la nécessité, lorsqu'il y a des faits délictueux, de déposer plainte. Je pense que là, il y a cette nécessité-là. Une plainte qui est parfois difficile, on l'a dit, parce qu'on est dans un contexte où justement on se sent parfois encore plus victime dans cet élément-là. Ensuite, il y a l'accompagnement aussi. Ça peut être par des témoignages qui sont des témoignages, on va dire, anonymes. Et là, c'est du coup aux responsables de chaque école ou d'université de mettre en place des dispositifs. Je crois que les deux sont liés. Et parfois, s'il y a un flou, et ce type de questionnaire est aussi un élément, mais s'il y a un flou, c'est qu'on ne va pas jusqu'au dépôt de plainte et du coup, il peut y avoir le sentiment que ça n'existe pas, que c'est tari, etc., etc. Il y a les deux choses nécessaires. Et il y a un troisième volet important, c'est le volet de la prévention. Lorsque vous évoquiez la lutte contre les discriminations, le fait que c'est aussi synonyme de domination masculine très souvent dans cet élément-là, tout ça, ça nécessite... Les jeunes femmes sont plus touchées. Bien sûr. Et puis, il y a cette magnificence de la sexualité dans ce type de comportement, ça nécessite de travailler sur les stéréotypes, ça nécessite de la prévention. Et il y a un dernier élément, c'est l'idée aussi qu'on ne peut pas rester témoin sans rien faire. C'est aussi l'idée que cette omerta qu'on constate, c'est parce que des témoins se taisent. Alors ça peut être des témoins étudiants ou lycéens quand ils sont en classe préparatoire, mais ça peut être aussi des responsables administratifs, des enseignants, des chefs d'établissement. Tout le monde a joué un rôle, à mon avis, à ce niveau-là. Pour conclure, Hélène Lemaire, en tant que responsable d'une association et également élue au conseil d'administration de l'université.
Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce genre de questionnaire, ça permet de prendre conscience des fois et aussi de sortir du déni. C'est ce qu'essaye de mettre en place aujourd'hui l'université Interasso UVSQ vis-à-vis d'une conférence qui va se dérouler le 25 novembre prochain, qui va permettre aux étudiants d'assister à une conférence et ensuite à un débat groupé sur le thème des violences sexuelles faites aux femmes. Ce genre de conférences, mais aussi de tables rondes qui seront organisées prochainement, qui permettent aux étudiants de discuter entre eux en cadre plus restreint et de briser un petit peu les tabous. Pour l'instant, les événements étudiants, les week-ends d'intégration se sont toujours bien passés. On n'a pas eu de retour là-dessus. Par contre, par le commissariat de police de Montigny-Bretonneux, on a eu des retours sur juste des regroupements d'étudiants qui ont conduit à effectivement 3 viols et agressions sexuelles. Merci à tous d'avoir participé à ce 7-8 Société. Ce questionnaire mené par l'Observatoire étudiant se clôture donc en décembre. Les réponses seront remontées aux députés, notamment à Marlène Schiappa. Merci à tous, c'est la fin de ce 7-8 Société. Très belle soirée sur TV78.